Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast numéro 104. Moi c'est Plaque, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu Thiergo malgré cette défaite? Écoute, bonjour à tous d'abord, ça va très bien, comme d'habitude, ça va toujours très bien. Mais cette défaite, quel match ennuyeux en fait j'ai envie de dire. Probablement pas pour les fans des Saints, mais moi je me suis quand même un peu fait chier devant ma télé. Et je me suis levé à 5h du matin pour regarder ce match. Ouais, je dois être très honnête, moi j'ai switché entre ça, entre le foot, entre la red zone, et puis en plus, bah tiens, je t'en parlais, il y avait les finales de l'ESL Winter de StarCraft 2, donc j'ai aussi regardé ça en partie. On s'est fait chier clairement, l'équipe n'a pas joué et on arrive au bout de ces 3 matchs de sursis un peu. Tu sais, c'est le moment où en fait on s'est noyé toute la saison, puis à un moment on a réussi à ressortir un peu la tête de l'eau, tu vois, juste prendre une petite respiration comme ça a duré 3 matchs et puis c'est terminé. Et de nouveau, il y a un mec qui nous a appuyé la tête sous l'eau comme ça et on en est là actuellement. Mange. Et je pense que ces 3 derniers matchs avec 2 matchs contre les Eagles et un match contre les Rams, c'est plus qu'un mec qui nous appuie sous l'eau, c'est un mec qui est au fond de l'eau et qui nous tire et qui nous amène vraiment jusqu'au fond, jusqu'à nous faire crever, puisque ça devrait a priori pas très bien se passer sur ces derniers matchs. Et puis de toute façon, l'équipe ne joue plus grand chose là pour le coup. On est voilà, encore une fois, c'est sûr, même si on gagne tous nos matchs, on sera en bilan négatif on a eu une saison de sursis l'année dernière, donc bon voilà, plus grand chose à jouer. Si je dis pas de bêtises, on a le 5e pick de la draft à l'heure actuelle avec les résultats des matchs d'hier. Ouais, c'était décevant ce match. Je sais pas quel est l'adjectif qui qualifie le mieux, mais ennuyeux, sans intérêt. On n'a jamais vraiment existé en fait. C'est ça que je retiens moi. Ouais, alors, on en a un peu parlé lors de la dernière semaine où on disait De Vito, jusqu'où est-ce que ça va aller? Est-ce que va y avoir un retour à la réalité? Et c'est comme ça que je vois cette rencontre. C'est un retour à la réalité. C'est comme tu l'as dit, on a eu une bouffée d'air frais pendant 3 rencontres, mais sur ces 3 rencontres, il faut bien s'apercevoir qu'on a affronté les Commanders, les Patriots et les Packers, qui sont un peu meilleurs que les deux autres, mais étaient pas au mieux de leur forme sur cette rencontre. Et là, on avait un espoir contre les Saints, puisqu'il me semblait que les Saints n'étaient pas non plus au top. C'est un peu dans la même veine. C'est une équipe moyenne, quoi, une équipe Voilà. de milieu de tableau. Ouais. Voilà, et donc une équipe de milieu de tableau, sauf que ils jouaient tout à fait correctement, et on a bien vu que De Vito, s'il trouve pas une cible rapidement, il garde le ballon très longtemps et il se fait plaquer. On a vu en défense qu'on n'arrivait pas à mettre la pression sur Derek Carr et qu'on concédait third down sur third down. Et puis il y a eu des blessures qui se sont accumulées, notamment au poste de kicker. Alors je pense pas que ça aurait changé grand chose d'avoir Bullock de toute manière, mais voilà. C'est le retour à la réalité pour Big Blue. On est une équipe qui est mauvaise et la défaite, elle est pas non plus illogique. Ah non, bah ouais, vu la physionomie du match, elle est complètement logique, ça c'est sûr. Alors je mettrai pas le blâme sur De Vito qui fait un match, alors même s'il fait 20 sur 34, 177 yards, 0 TD, 0 interception, avec une bonne partie des yards vers la fin du match où il y avait plus grand chose à jouer, où de toute façon on était dominé, et puis ce match on allait le perdre dans tous les cas. Mais il fait pas de grosses erreurs, alors il se fait saquer cette fois, mais il y a une bonne partie qui est due à la O-line. Si on essaye d'expliquer un petit peu le problème, en fait, à aucun moment on a réussi à créer un momentum, tu vois, parce que ça arrive dans des défaites où il y a des moments où tu te dis, bah tiens, là, on a peut-être quelque chose, on arrive à faire un drive correct. Les seuls drives corrects qu'on a réussi à faire, c'est parce que les arbitres ont été très cléments et nous ont offert des fautes qui n'auraient pas dû être des fautes. Donc, bon, voilà, qui nous amène notamment un des field goals juste avant la mi-temps. Mais globalement, je dirais pas que c'est de la faute de Vito, c'est pas grâce à lui, on n'a pas réussi non plus à surnager grâce à lui, il a juste été lambda sur ce match. Il fait un match moyen, d'ailleurs c'est ce qu'il dit en conférence de presse, il dit je fais un match moyen, et c'est tout à fait vrai. Mais c'est surtout la O-line qui a un problème, et on en vient encore là. Pour moi, voilà, cette O-line est encore une fois le problème. Elle nous permet pas d'établir notre jeu au sol,
parce que ça c'est un indispensable. L'an dernier on était bon puisqu'on arrivait à établir notre jeu au sol, alors que là ça n'a pas du tout été le cas. Et les Giants sont parmi les pires équipes au nombre de yards perdus, au nombre de plaquages derrière la ligne au scrimmage, et Saquon Barkley malheureusement il peut pas faire des miracles quand t'as 2 gars qui lui tombent dessus, comme c'est arrivé de très 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 nombreuses fois. Je calcule même plus le nombre de fois, on a fait que de parler de ça l'année dernière, même si on gagnait des yards, c'était arrivé il y a 2 ans, ça arrivait tout le temps, et là ça arrive de nouveau tout le temps. Donc quand ça marche pas, derrière c'est les engrenages qui fonctionnent plus. On est forcé de passer à chaque fois, on se retrouve en 3e et longue quand il n'y a pas eu une pénalité en plus avec un faux départ ou ce genre de truc. Et notre O-line qui ne tient pas non plus contre le pass rush puisqu'ils ont aussi beaucoup rushé. Et voilà, et encore une fois c'est la constante, on en revient tout le temps au même. Cette O-line qui ne tient pas et derrière eh bien il n'y a plus rien qui fonctionne en fait et tout part de là. Ouais. Alors que les choses soient claires, quand je parlais de Vito qui mettrait trop de temps, je lui attribue pas toute la responsabilité de cette défaite. Je pense qu'il a sa part de responsabilité, mais je te rejoins tout à fait. On a perdu le match dans les tranchées, tant offensivement que défensivement. Mais mon propos sur De Vito, il rejoignait plutôt ce que je te disais la semaine dernière, à savoir, oui, ok, il nous a fait des bonnes choses, mais à un moment, il va se retrouver face à plus fort que lui, et c'est ça ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que il est capable d'être compétitif face à plus fort que lui, ou est-ce qu'il coule. Et alors... il n'a pas vraiment coulé, il a juste été moyen, quoi. Ouais, enfin, je dis... Oui, 20-34, 177 yards, 0 TD, c'est vraiment moyen. C'est-à-dire que, mais 0 interception. Oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que un Daniel Jones te fait ça, il se fait crucifier en disant mais c'est honteux, il devrait faire plus, etc. Ce que je veux dire, c'est que De Vito, on était conscient de ses faiblesses. Il n'est pas undrafted free agent pour rien. Et elles ont été beaucoup plus exposées, et je pense que avec les 3 victoires, les Saints avaient suffisamment de game tape pour voir ce qui fonctionnait bien avec De Vito, et au contraire les endroits où il était un peu plus en peine, et ils l'ont très très bien joué. J'ai le sentiment qu'ils l'ont laissé courir de temps en temps, enfin qu'il y avait quand même qui s'en fichait qu'il puisse s'échapper de la poche, parce qu'ils y allaient à fond sur le pass rush. C'était pas leur plan de jeu, exactement. C'était couvrir Barkley et le pass rush. C'était pas du tout couvrir le jeu à la course de Vito. Ça, je suis 100% d'accord avec toi. Exactement. Donc ils se sont dit, bon, si on doit lui concéder des yards à la course, on lui concédera des yards à la course. Mais au final, on a bien vu que très vite, il était incapable il n'avait pas suffisamment de temps en fait pour trouver des défenseurs dans la profondeur. Il a d'ailleurs essayé de lancer la balle 3 fois sur Jalil Elliott, ça n'a jamais fonctionné. Sa cible préférée sur cette rencontre, j'ai l'impression que c'était surtout Darren Waller, qui a fait 40 yards sur 6 passes dans sa direction. Mais il galérait énormément en fait en jeu de passe, parce qu'il y avait une secondary des Saints qui faisait... qui est forte, qui est talentueuse. Ouais. Non, ils sont bons, je suis d'accord. Normalement, leur faiblesse, c'est plutôt le jeu de course. Là, ça n'a pas été le cas. Ils ont bien réussi, comme on disait, à nous arrêter. Barkley qui fait 9 courses pour 14 yards. Alors pour moi, le problème... j'ai senti ça vraiment en début de match. Il y a eu une grosse différence aussi au point de vue des receveurs en tout début de match. Sur le premier drive où ils nous mettent un TD, les Saints, les receveurs font des catchs mais de malade. Il y a un catch je connais pas le receveur, mais sur l'extérieur où c'est Jason Pinnock qui est en couverture. Pinnock, sans déconner, il met la main, il peut pas défendre mieux que ça. Il met la main au bon endroit pour gêner le receveur, et le receveur arrive à faire un catch miraculeux. Derek Carr envoie la balle parfaitement, mais enfin, je veux dire, c'est très risqué d'envoyer la balle qu'il envoie, parce qu'il y a un défenseur qui est vraiment tout proche de lui. C'est catché. Le catch d'après, le receveur fait un truc en plongeant incroyable. Voilà, donc les receveurs ont été très bons pour des mecs qui sont pas des stars mais qui ont fait des très beaux trucs. Et nous, derrière, au moment où on doit essayer d'avoir une petite étincelle et faire quelque chose, nos receveurs font 2 drops. Et c'est peut-être con, parce que à l'échelle d'un match entier, c'est que quelques actions. Mais j'ai l'impression quand même que c'est un gros impact, puisque tu parles de Vito, effectivement, il a pas été parfait, mais il a eu des passes qui étaient parfaites, et sur Darius Slayton, il en lance une sur une tracée skinny post où c'était first down assuré. Qu'est-ce qu'il fait, notre ami Darius Slayton? Il relâche le ballon, il finit à 4 réceptions sur 8 lancés dans sa direction, 63 yards. C'est lui vraiment le joueur qui a été le plus visé, c'est avec 8 passes dans sa direction, Slayton. Mais encore une fois,
il fait des drops qui sont chiants, quoi, sans déconner, sur des passes qui sont faciles, et t'as besoin de les capter. Il y a eu un autre drop de Jalin Hayat sur le drive juste après, et ça te nique un drive, parce que quand t'as besoin, quand t'es en troisième et longue, et que la passe est bien lancée, elle est dans tes mains, et que tu dois la mettre, et ils y arrivent pas. Et il y a vraiment ce petit manque de réussite de nos receveurs, de talent, je sais pas, mais derrière, avec une secondary qui était talentueuse, on l'a payé cher, et ensuite, c'était un moment où on était encore un peu accroché, parce qu'à la mi-temps, il n'y a que 7-6 quand même, donc c'était encore jouable, mais voilà, si ces passes sont réussies, peut-être que ça donne un petit élan supplémentaire, un petit truc, et là, ça n'a pas été le cas, donc... Et encore une fois, on en revient à ce truc de notre équipe joue sur un fil. Il y a quelques actions décisives, si on les réussit pas, on n'arrive pas à gagner nos matchs parce qu'on n'a pas assez de largesse et on n'est pas assez bon pour ça. Donc voilà, c'est des petits trucs, ces petits détails qui font la différence sur un match comme ça. Ouais, non, c'est tout à fait ça. Tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est pas des matchs que tu es capable de gagner avec 24 points d'écart. Au contraire, là, on a perdu le match avec 22 points de déficit. Et tu parlais de Darius Slayton, c'est un joueur que les fans des Giants aiment beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, j'aime beaucoup Darius Slayton, mais il sera jamais un receveur numéro 1. Justement, c'est sûr que non. Justement parce qu'il fait... Même pas 2, c'est un numéro 3. Justement parce qu'en fait, il fait ce genre d'erreur de concentration. Hein, parce que là, pour le coup, pour moi, un drop, c'est pas une question de réussite ou pas de réussite. Victor Cruz avait des problèmes de drop en début de carrière et Tom Coughlin le faisait travailler et il devait regarder le ballon et Victor Cruz s'est retrouvé avec les mains les plus sûres de la NFL pendant quelques saisons. Donc en fait Darius Slayton, s'il était bien coaché, et alors peut-être que je sais pas s'il bosse correctement ou pas, enfin on n'est pas dans le centre d'entraînement, mais ce que je veux dire c'est que ce problème de drop, il n'est pas irrémédiable. Au contraire, il y a beaucoup de receveurs qui passent par ça et qui arrivent à s'en mettre, mais lui par contre, il y a un blocage. Ouais, le souci c'est que on n'est pas censé lancer 8 passes dans la direction d'un joueur comme Darius Slayton en fait, pendant un match. On est censé en lancer 3-4, et t'es censé pas avoir le meilleur défenseur face à Darius Slayton non plus, t'es censé avoir un corner 2 ou 3, parce que t'es censé avoir des receveurs qui sont meilleurs. Donc bon, on en reparlera de la draft, mais plus ça va, plus que disait Nitti sur le fait d'aller chercher un receveur au premier tour, pourrait s'avérer logique. Il y a quand même des problèmes dans ce corps de receveurs qui est profond, mais c'est beaucoup de receveurs 2 voire 3, donc c'est bien d'avoir plein de receveurs 3, mais ça crée des problèmes. D'ailleurs, tiens, en parlant de receveurs, j'ai encore vu que Kadarius Toney nous a fait des dingueries avec les Chiefs. Putain, mais quel boulet ce mec, franchement, à chaque fois qu'il lui lance une passe dans sa direction, c'est une interception, quoi. C'est un truc de malade. J'ai vu que tu avais repartagé la vidéo aussi. Quel boulet. On aime bien justement taquiner Kadarius Toney qui a voulu se faire passer comme étant le grand gagnant de ce... Alors oui, c'est le grand gagnant de ce trade, hein, on le dit à chaque fois. Il a gagné un Super Bowl, il a un Super Bowl, mais... Attends, je suis en train de regarder ses stats. Alors, c'est pas les stats qui tiennent compte du match d'hier, mais là, pour le moment, il est à 25 réceptions pour 164 yards et 1 TD en 2023. Bah surtout, il faudrait regarder combien de passes lancées, parce que 24 réceptions sur 50 passes lancées... 34. Ouais. Donc, et combien d'interceptions à cause de lui, il y en a au moins 2 ou 3, facile. Non, mais c'est... Bon, bref. C'est pas le sujet. C'est pas le Kadarius Toney podcast, mais c'est vrai que ça nous fait plaisir. Bah, il a tenté de faire le malin, il s'en est pris aux supporters, etc. Et en fait, on voit que le mec a un problème mental. Je pense que c'est un joueur très talentueux qui aurait jamais dû être drafté à cette position. Et c'est là où l'ancien staff ne faisait pas le boulot sur cet aspect mental-là. Bref. Il y a donc, juste pour reparler de la O-line, qui fait un de ses pires matchs. Justin Pugh fait clairement son pire match, je crois qu'il y a au moins 3 sacs qui sont, parce qu'on se fait saquer 7 fois, il y a au moins 3 sacs qui sont pour sa pomme, donc il fait clairement son pire match. Straight out of the couch, pardon, c'est pas pour rien, un joueur qui une semaine joue à la console en mangeant des chips, et bah forcément il peut pas être au top comme ça, même s'il a été serviable, mais on peut pas compter sur lui, je pense, comme un titulaire sur les années à venir. Il y a un problème qui est toujours plus profond, je pense, c'est que, à mon avis, cette O-line est mal coachée, et à mon avis, il va falloir faire des mouvements de ce côté-là, parce que c'est pas possible qu'on ait aussi peu d'évolution. On a eu un bon match, c'était la semaine dernière, et sinon, il y a des stunts qu'on n'arrive toujours pas à gérer, il y a un problème de communication, enfin, il y a un souci dans cette O-line, c'est pas possible qu'elle soit aussi nulle, que les joueurs intrinsèquement soient aussi nuls. On en revient encore à ce niveau-là, mais
je crois pas que le coach de la O-line soit reconduit pour l'an prochain. À mon avis, il va falloir faire des mouvements. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est pas possible de pas évoluer à ce point-là, quoi. Bah, ça va être très intéressant justement pendant la pré-saison, voir s'il y a du mouvement à ce poste-là, parce que, comme tu dis, hein, bon, alors Andrew Thomas, c'est pas un problème. Mais j'ai trouvé que John Michael Schmitz aussi a eu des petits moments où il était en peine sur cette rencontre. Oui, oui. Mais alors c'est pas forcément lié à du mauvais coaching parce que je pense que ça arrive à tout le monde et Justin Pugh y compris d'avoir juste un mauvais match parce que Justin Pugh globalement depuis que s'est levé de son canapé a joué mieux que certains des linemen qu'on a eu à ce poste cette saison. Ce Mais qui n'était si pas difficile. voilà, ce qui n'était pas difficile. Mais en effet, si tu prends encore plus de recul et que tu regardes le niveau de notre O-line, tu te dis, mais comment c'est possible qu'on soit incapable de faire quelque chose avec des joueurs de calibre NFL? Enfin, on devrait bien trouver quelqu'un qui est capable de, pas forcément de retenir l'équivalent de Dexter Lawrence, mais qui est capable de se bouger un peu, quoi. Et le problème, c'est qu'à droite, on a, si je ne dis pas de bêtises, on a toujours Tyree Phillips Mhm. qui est pas bon, mais je sais pas Qui est si. ok, quoi. Il est ok. Mais, je- Franchement, je suis pas sûr qu'il soit pire qu'Evan Neal pour l'instant. mais c'est ce que j'allais dire, c'est en fait, je sais pas si Evan Neal aurait été bien meilleur sur ce match-là. Mais, euh, mais en effet, il y a du boulot, et je pense qu'en fait, vu le positionnement de la draft, alors je regardais un site qui s'appelle le Tankathon, Ouais. qui dit que les Giants sont en septième position pour le moment. Ok. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que bon, on est complètement hors de portée d'un top QB. J'attends de voir la draft parce qu'il y a toujours des surprises. Mais que ce soit receveur ou O-line, si on prend pas de QB, pour moi, ce sont les deux postes qui. Enfin, tu vois, si tu vas faire une liste de priorités, je vais m'exprimer clairement, ce sera mieux. Il y a QB en numéro 1, O-line, receveur. Mais Ouais, ouais. QB seulement si tu peux avoir l'un des trois top picks, sinon ça n'a pas d'intérêt. Moi, je continue à penser. Bah, ça dépend. Si le joueur que tu aimes bien tombe jusqu'à toi parce que tu estimes et regarde hein, Mahomes il a pas été pick dans les trois top pick, dans les trois premiers Oui, choix c'est donc vrai. si le joueur que tu aimes bien tombe jusqu'à toi c'est évident que tu vas aller taper un QB y a pas de doute je pense. Maintenant moi je reviens à ce que j'avais dit la dernière fois avec Nitti quand on parlait un peu de la draft. Moi je ne pense pas qu'il faut aller encore mettre un premier tour sur un online et je préférerais aller chercher des joueurs expérimentés surtout qu'on va avoir du cap à l'intersaison. Et je préférerais aller mettre un peu d'argent sur un joueur qui a fait ses preuves et qui reste encore jeune, tu vois, par exemple, qui a fait un premier contrat ou qui a fait un premier 4-5 ans dans un club et qui part, ou un mec même qui a 30 ans et qui a fait ses deux contrats et qui n'est pas gardé parce qu'il coûterait un peu trop cher pour le club. Je préférerais ça. Je pense qu'on a du boulot en garde. On a à peu près, à part centre et tackle gauche, de toute façon, tout est open et si on prend un mec, ça me décevrait pas. Tu sais à Mais quoi j'ai pensé quand tu as dit un vétéran qui, même de plus de 30 ans, qui pourrait faire non, l'affaire? non. Est-ce que tu te rappelles de Andrew Whitworth, Le mec des Rams. ouais, enfin, qui est allé chez les Rams, c'est-à-dire qu'il était chez les Ouais, Bengals ouais, et il est allé chez les Rams, ouais, et ouais. en fait, il voulait venir chez les Giants. Ah bon? Et Gettleman a dit non. Il était très D'accord. intéressé de venir. Et Gettleman fait non, ça m'intéresse pas. Et ce type a Punaise. remporté un Super Bowl. Tout va bien. Eh ben, ok. Non, mais tu vois, comme quoi, par exemple, un vieux gars, enfin, des Jason Kelsey ou Non, des mais. Andrew Whitworth, c'est pas la règle. Des linemen qui Oh, performent autant aussi vieux, c'est pas la règle. Mais ouais, mais parfois, ça tu fait peux partie trouver des des postes où pipotes. tu peux être fort vieux. Contrairement à des postes de receveur où c'est difficile d'être fort vieux, tu peux, ça, c'est possible en online. Ouais, non, mais bon, on reparlera de la draft et de la free agency pendant l'intersaison, puisque de toute façon, on va pas avoir grand-chose à faire en janvier. Mais avant qu'on passe sur la défense, enfin, sauf si tu voulais parler d'un autre truc en attaque, moi je voulais juste que il y a quelqu'un qui a soulevé une question. Enfin, c'était un des beatwriters des Giants qui disait qu'il serait pas étonné que au prochain match, Brian Daboll décide de titulariser Tyrod Taylor plutôt que Tommy DeVito. Et je voulais justement t'en parler, voir ce que toi tu en pensais, si tu penses qu'il faut qu'on garde DeVito ou au contraire on se dit bon allez on met Tyrod Taylor pour la fin de saison. Bah, en conférence de presse, il a dit que ce serait De Vito, donc de toute façon,
Moi je laisserais De Vito. De Vito. J'aurais dû regarder la conférence de presse. J'ai pas regardé la conférence de presse, j'ai regardé juste la fin, l'extrait où il va pour partir, il y a un mec qui lui dit ce sera De Vito le QB la semaine prochaine, et il dit oui ce sera lui. Bon, voilà, il n'y a pas trop de discussion. Je vois pas trop l'intérêt de mettre Tyrod Taylor, très honnêtement. C'est pas l'avenir du club. Il reste 3 matchs à jouer et son contrat il est terminé. Je vois pas d'intérêt. On joue plus rien. C'est aucun intérêt. Pour moi, c'est plutôt. Tu tentes l'avenir. Je suis d'accord avec toi. Non, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Enfin, en fait, là, on est en mode pré-saison. Pré-saison. Oui, on commence à préparer l'an prochain, c'est clair, c'est ça. Alors, je suis en train de regarder le site que tu évoquais là, du coup, du Tankathon. Les équipes qui ont le même bilan que nous, c'est-à-dire 5 victoires, 9 défaites. Il y a donc les Bears, les Jets qui sont devant nous. Alors, je sais pas trop pourquoi ils sont devant nous. Mais en tout cas, pour l'instant, ils ont les choix 5 et 6. Nous, on a le choix 7. Et derrière nous, il y a les Chargers et Tennessee qui sont également à 5-9. Donc voilà, on a ce pic-là. Washington qui est sur un lose streak de 5 matchs. Les pauvres, ils sont en train de dégringoler. Ils sont à 4 victoires, 10 défaites. Donc je maintiens ce que je dis moi pour l'instant avec ce choix numéro 7. Je pense que peut-être aller chercher un receveur ça pourrait être la bonne solution, mais on en reparlera dans un podcast suivant. Tout à fait. Alors est-ce qu'on a beaucoup de choses à dire sur la défense? Je pense on s'est surtout concentré sur l'attaque là, mais la défense c'est à part dire qu'il n'y avait pas énormément de pression qui était mise. C'est exactement c'est le point exactement mec, j'avais exactement la même chose en tête. Elle a été pas mauvaise, mais elle a pas été on n'a pas réussi à mettre la pression. Déjà on n'a pas provoqué de turnover, ce qui était à peu près une chose régulière des derniers matchs quand on a gagné, c'est qu'on a toujours provoqué des turnovers, au moins 2 ou 3 par match. Là ça n'a pas été le cas, et on n'a pas non plus réussi. On a fait un sac, donc Jason Pinnock qui fait un sac en 3e tentative. Derrière, pour le coup, j'ai dit beaucoup de bien de Thibodeau, il a été un petit peu invisible sur ce match, j'ai trouvé. Ouais, non, complètement. Ils ont. Alors, je sais pas comment se classe la ligne offensive des Saints, si elle est réputée pour être bonne en ce moment ou pas. J'avais entendu parler un peu du garde Pete, mais lui, il a plutôt été en vis-à-vis face à Dexter Lawrence et à Shane Robinson que Kayvon Thibodeau. Ils avaient leur tackle droit qui était blessé, par contre. Et ça n'a pas l'air d'avoir gêné beaucoup. Et donc Thibodeau, face au tackle droit remplaçant, n'a pas fait grand-chose, malheureusement. C'est un petit peu... Bon, bref. Non, voilà. Encore sa très bonne saison, mais voilà, c'est tout un tas de choses cumulées qui fait que leur attaque a été, j'ai trouvé, assez tranquille tout le match, quand même. Oui, non, clairement. Le match était beaucoup plus regardable pour les fans des Saints que... Ah bah ça, c'est clair. Et du coup, il fait un bon match, hein, Derek Carr. Il fait peut-être le meilleur match de sa carrière avec enfin de la saison avec les Saints. Il fait 23 sur 28, c'est énorme. 218 yards, 3 TD. Il fait un super match, quoi. Ah ouais, non, bien aidé par ses receveurs, même si Chris Olave, qui est le receveur star, était pas là. Ils ont quand même fait un gros match. Et derrière, tu vois, je regarde les receiving, ça a été vachement réparti. Alvin Kamara, 44 yards. Johnson, 38 yards. Shahid 36, 34, 31, tu vois, c'est ouf. Il y a eu 5 ou 6 joueurs qui ont bien joué, qui ont très bien performé et qui font des beaux matchs, là où nous, c'était beaucoup plus compliqué. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc je sais pas quoi dire d'autre sur cette défaite. Voilà, en fait, je suis même pas énervé, je suis juste un peu dépité que ça se finisse comme ça, en fait, cette série de 3 victoires qui, j'ai l'impression que maintenant on va un peu subir le reste de la saison. C'est un peu comme ça que je le vois, et je te cache pas que je vais pas regarder avec une grosse assiduité les matchs qui viennent, parce que j'ai plus peur pour ma santé mentale à essayer de me plonger dans quelque chose. Et je dois avouer que j'étais un peu enthousiaste quand même sur ce match, à me dire on est quand même sur une belle lancée, il va se passer un truc contre une équipe qui est ok mais qui est moyenne et qui peut être à notre portée. En fait on voit que non, et 24-6 ça en dit long, quoi. Ouais. Et là notre prochaine rencontre ça va être contre les Eagles en Monday Night. Donc, oh la vache, c'est à Noël en plus, en plein milieu de Noël. Ouais, c'est ça, c'est en plein milieu de Noël, donc ouais, je sais. Alors moi, je crois que je pourrais pas le regarder parce que je serais sur la route à ce moment-là, mais je regarderai. Moi, je crois que je pourrais pas le regarder parce que j'aurais la flemme et pas envie de le voir. Ouais, je crois que ça va être ça mon excuse. Non, mais... J'ai pas envie de voir une tôle. Après, il y a quand même une semaine, on était en train de dire, peut-être qu'on va taper les Eagles. Non, mais ce qu'on avait dit, c'est que si on bat les Saints,
On va y aller en tout cas avec un Avec petit la confiance. enthousiasme, Ouais. surtout qu'ils venaient de perdre 2 matchs. Alors là, ils n'ont pas encore joué les Eagles, ils vont jouer Seattle. Ils se déplacent à Seattle cette nuit. Seattle qui est pas ouf en ce moment et qui est plutôt sur la pente descendante d'ailleurs. Donc bon, je crois pas qu'ils vont faire grand chose. Si les Eagles gagnent d'ailleurs, ils repassent devant les Cowboys puisque les Cowboys ont perdu contre les Bills 31-10, défaite assez violente cette semaine où Dak Prescott a pas bien joué. Donc bon, voilà, ça peut les relancer ces Eagles de repasser devant, même si bon, moi mon objectif une fois qu'on est éliminé, c'est que ni les Eagles ni les Cowboys ne gagnent le Super Bowl, c'est un peu ça que j'ai en tête. Et je vois bien les 49ers quand même, j'ai l'impression qu'ils marchent un peu sur tout le monde. C'est ce que j'ai demandé, c'est qui serait ta... C'est qui Ah bah les 49ers. Non mais favori Super Bowl ou favori NFC? Favori Super Bowl. Là, je vois pas qui d'autre, même en AFC. Les Chiefs, c'est pas la folie du tout. Hein. Ils ont réussi à battre 27-17 les Patriots qui sont quand même vraiment pourris en ce moment. Les Dolphins, ils ont mis 30-0 aux Jets, mais bon, c'est pas une référence de mettre 30-0 aux Jets qui galèrent au niveau du poste de QB. Et... Ouais, il y a Miami qui pourrait peut-être faire quelque chose, les Chiefs, et puis peut-être les Bills, mais les Bills, c'est pareil, ils sont un peu irréguliers. Moi, je vois les 49ers au-dessus de tout le monde pour l'instant. Alors, les 49ers sont clairement au-dessus de tout le monde. J'aimerais bien un petit Super Bowl Dolphins-49ers, ce serait pas mal. Et en NFC... Ouais, ce serait cool, je suis d'accord. Ce serait un beau voilà, Super Bowl. et en NFC, il y a une autre équipe que je vois comme un outsider, ce sont les Lions. Ce serait quand même cool de les voir aller loin en playoff. Pourquoi pas au Super Bowl, même si j'y crois pas beaucoup. Mais ils sont sympas à voir regarder. En fait, ouais. les Lions, ça fait 2 ans qu'ils ont une attaque de feu et qu'ils mettent souvent beaucoup de points en plus. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un truc que je voulais évoquer avec toi. Elle est pas un peu bizarre cette saison quand même il y a beaucoup de petits scores. Alors on a eu un 3-0 la semaine dernière. D'ailleurs, mais ça aussi, truc très bizarre. Les Raiders qui perdent 3-0 la semaine dernière, qui mettent 63 points cette semaine. Mais ça sort d'où ça? D'où tu fais un match où tu mets 0 points et le match d'après t'en mets 63. Ça n'a aucun sens quoi. Ouais, elle il y a est eu très Atlanta, Carolina 7-9. Carolina, je sais pas si t'as vu, mais je crois que les places, leur stade est vide de chez vide. Il y a personne. Si tu veux aller voir un match de foot américain dans un stade NFL, tu peux aller à en Caroline en ce moment parce que ça te coûte $4 la place. Alors l'ambiance sera nulle et il y aura personne dans le stade, mais au moins tu peux voir un match de NFL pour rien du tout. Il y a eu des matchs à 70 points par les Dolphins, 63 là par les Rays. Je sais pas, c'est extrêmement étrange. C'est une saison bizarre parce qu'en plus tu vois justement des quarterbacks complètement inconnus comme Tony DeVito, O'Connell chez les Raiders. Il y a des grosses stars qui se sont blessés comme Burrow, Herbert apparemment s'est blessé il y a pas longtemps. On va me dire que Daniel Jones c'est pas une grosse star, mais ça reste quand même un titulaire. Enfin, il y a eu quand même pas mal de grosses blessures, je trouve, cette saison, et des trajectoires extrêmement bizarres de la part de certaines équipes. Tu vois, les Giants, il y a un mois, on était complètement morts et on a fait une série de 3 victoires. Enfin voilà, c'est clair que par rapport à d'autres saisons, la trajectoire de cette saison 2023, alors je sais pas si tu te rappelles quand on disait que les saisons NFL étaient scriptées, il y avait eu cette rumeur fausse rumeur que les saisons étaient... Alors là, les scénaristes, je peux dire que je sais pas ce qu'ils ont pris, mais c'était de la bonne. Hein. Et une tendance aussi qui... Alors ça fait plusieurs années, on l'avait déjà évoqué, mais tu ne peux plus te permettre en NFL d'avoir un seul QB fort et personne derrière. C'est pas possible. Impossible. Toutes les équipes ont des problèmes de quarterback. Toutes les équipes ont des quarterbacks blessés. Il faut avoir des remplaçants à des moments, parce que même si c'est pas pour toute la saison, t'as besoin quand même d'avoir des joueurs forts. C'est pour ça que c'est important aussi de faire jouer DeVito, parce que s'il peut être le quarterback remplaçant sur les années à venir, il faut qu'on le sache. Il le disait, Joe Shane, pour l'instant, on n'a plus de quarterback remplaçant l'année prochaine, puisque Tyrod Taylor arrive en fin de contrat. Donc, tous les quarterbacks que tu as cités, il y en a plein qui sont blessés. C'est un problème quand derrière, tu n'as personne pour assurer le coup, parce que ton GM n'a pas été capable de faire venir un quarterback remplaçant de qualité. Donc, c'est aussi une tendance, ça, c'est ces blessures. Tu as de plus en plus besoin d'avoir un effectif ultra complet et un banc ultra complet, et tu peux pas compter que sur tes titulaires, quoi. Et c'est encore plus valable au poste de QB.
Donc voilà. Et oui, si t'as un bon quarterback et qu'il reste en bonne santé toute la saison, effectivement, t'as plus de chances de faire de belles choses, ça c'est évident, mais voilà. On y revient. Le fait qu'Eli Manning n'ait jamais loupé un match de sa carrière est absolument énorme. Incroyable. Et plus ça avance, plus ça paraît énorme. C'est fou. D'ailleurs, j'ai vu un tweet de quelqu'un qui disait ouais, mais du coup, avec cette défaite des Giants, il y avait vraiment aucun intérêt de gagner 3 matchs avant. Et il y avait un mec qui commentait, qui disait je suis pas du tout d'accord, ça a permis de montrer que Daboll était un bon coach, qu'il a réussi à gagner 3 matchs avec un QB rookie undrafted. Donc ça montre quand même la qualité du coaching staff qui est capable d'aller gagner même avec un QB numéro 3, et c'est pas le cas partout, et c'est vrai qu'on a vu des équipes complètement s'écrouler parce que leur QB titulaire est pas là, notamment les Jets qui n'ont pas du tout prévu qu'est-ce qu'on fait si jamais Rodgers se blesse, et ils font que de faire tourner 3-4 quarterbacks qui Simian, enfin voilà, c'est une catastrophe. Ils perdent 30-0 sur ce match, les Jets. Alors à part la semaine dernière, eux aussi ils ont eu le droit à un petit répit, et Zach Wilson qui fait un bon match, là il s'est fait pulvériser sur tout le match, ils font rentrer encore enfin voilà, c'est des galères de quarterback infinies, donc bon voilà. Ah mais clairement, là ce qui s'est passé avec DeVito, c'est à mettre au crédit du coaching staff, de Daboll, de Kafka, de Tierney, le QB coach, qui ont pris un rookie, qui ont dit le gars a quand même commencé son premier match, il a fait -1 yard. C'était sa fiche de stats. -1 yard. Ouais, parce qu'ils l'ont pas fait lancer de passe du tout, quoi. Non, pour le coup, c'était ton QB3 quand même à ce moment-là. Donc, mais voilà, et en fait, ils en ont fait un titulaire correct, ce qui est plutôt encourageant si jamais on devait se retrouver à drafter un quarterback l'année prochaine. De se dire, ok, on a un coaching staff qui peut prendre un gars et qui peut le développer. Donc ça, c'est ultra encourageant. Regarde ce qu'il a fait Daboll chez les Bills, c'était ça. Donc c'est lui qui a fait émerger son quarterback. Donc je suis pas inquiet. Si on prend un QB, je pense qu'ils iront choisir le bon. Ouais, alors, et puisqu'on est sur le sujet des quarterbacks, je pense qu'il y a quand même une bonne nouvelle au fait qu'on ait perdu ce match et qu'on va certainement perdre les suivants. C'est qu'on ne va plus voir l'agent de DeVito se pavaner sur le terrain. Ouais. Parce que tu l'as vu avec son costume vert, il était complètement ridicule. Et tu sais que je me suis amusé à aller voir son site internet parce que apparemment il s'est fait comment est-ce qu'on dit, inducted dans un Hall of Fame complètement inventé. C'est le Hall of Fame des Italiens dans le sport new-yorkais. Alors le truc de niche. Il y a une communauté assez importante d'Italiens à New York aussi, c'est pour ça que c'est... Et bref, je suis allé voir son site internet. Alors déjà, son site internet a été fait avec les pieds. Je pense que quand tu représentes des joueurs NFL, tu peux payer un graphic designer pour $500 pour te faire un truc qui a un peu de gueule. Et il a représenté 3 joueurs NFL. Alors, je suis sûr que c'est extrêmement difficile de représenter des joueurs NFL. L'un des joueurs NFL qu'il a représenté, c'était un running back backup des Seahawks qui a remporté le Super Bowl. Et donc, et puis, il y a Tommy DeVito. Mais là, tu sentais qu'avec Tommy DeVito, il s'est dit « Ah ouais, c'est mon heure de gloire. » Et il a tout donné, et il est là, il est sur le terrain. Mais heureusement... il a raison, c'est sa boîte, il se met en avant quand il peut se mettre en avant, mais il en a profité de ces 3 matchs. Je pense que c'est pas tout de suite qu'il va pouvoir se pavaner comme ça pour la suite. C'est clair. Tiens, alors j'ai pas vu le match Bills-Cowboys, c'était cette nuit. C'est assez ouf. Donc les Cowboys, les Bills gagnent 31-10. Tu sais combien de yards il fait à la passe, Josh Allen, puisqu'on parlait de lui juste avant, le quarterback des Bills? Non. Il fait 94 yards, 7 passes complétées sur 15 lancés. Et du coup, je scrolle un peu pour voir le reste des stats. James Cook, le running back, 25 courses, 179 yards. Donc en fait, ils ont fait tout le match au sol. Le running back remplaçant, 54 yards. Bref, voilà, Josh Allen 24 yards. Donc en fait, ils ont fait le match à la course, c'est assez ouf. Bref, toujours est-il que ça conforte le fait qu'il faut avoir un jeu de course, et c'est bien ce qui nous a manqué sur ce match-là, et une des raisons pour lesquelles on a perdu hier. On arrive à la fin de ce podcast. Merci Thiergo. J'ai peur pour ce qui va se passer la semaine prochaine, et j'ai peur du podcast prochain, mais bon, écoute, on sera là. Voilà, on sera là au rendez-vous parce que nos auditeurs nous attendent. Exactement. Merci d'avoir été là, Thiergo. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on vous dit la semaine prochaine pour débriefer de ce match contre les Eagles. À plus tout le monde. Ciao. Ciao.